Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints donc, pour ce webinaire, nouveau webinaire autour du logiciel César. Aujourd'hui, axé sur la nouvelle version 2026 qui a été publiée le mois dernier. Dans ce webinaire, donc, je suis accompagné par ma collègue Grace Kelly qui nous présentera, qui sera votre interlocutrice pour toutes les parties commerciales. Et j'ai également le plaisir d'accueillir Emmanuel Bourgeois. Bonjour Emmanuel, qui est Bonjour donc David. responsable du projet César à l'université Gustave Eiffel et qui interviendra pour nous apporter toute sa connaissance et ses compétences sur le calcul numérique, notamment sur la partie calcul, les calculs couplés que l'on abordera un peu plus tard. Vous avez la possibilité, à travers ce webinaire, de poser vos questions. Donc, dans le Teams, là, vous allez sur l'onglet Q&R pour questions et réponses et nous aurons un temps d'échange à la fin pour répondre à vos interrogations, vos questions et autres idées sur le logiciel. Donc, on va aujourd'hui présenter cette version 2026 autour de quelques axes principaux. Bon, tout d'abord, je vous présenterai les évolutions générales de l'interface qui ont toujours pour objectif continuel d'améliorer l'expérience utilisateur. Emmanuel donc, parlera du couplage hydromécanique. Je reprendrai la main pour le couplage hydrothermique. Et puis enfin, hydrothermique, non, c'est pas le bon terme, c'est plutôt thermomécanique. Et puis enfin, on parlera de nouvelles fonctionnalités complémentaires, notamment de chargement et autres nouveautés d'appui. Alors, en ce qui concerne le logiciel, je rappelle quand même l'articulation entre E-Tech et l'UGE. Donc E-Tech, nous sommes une société, une SAS, éditeur de logiciels de calcul de structure. Donc on a au catalogue des logiciels comme le logiciel Accor pour le calcul de structure, et puis pour la partie plus en relation avec César pour la partie sur l'aspect géotechnique, nous avons le logiciel Alizé pour le dimensionnement des structures des chaussées, et la gamme Geo5 qui va couvrir tous les aspects analytiques des calculs analytiques en géotechnique, donc tout ce qui est calcul de fondation, semelle, fondation profonde et autres soutènements. Donc nous, dans le projet César, nous développons l'interface, donc tout ce que vous allez voir graphiquement, tandis que l'université Gustave Eiffel, rappelle, à travers ses équipes, développe le noyau de calcul, donc le solver, et apporte tous les résultats de recherche dans les différents domaines, qu'il s'agisse de la géotechnique, des matériaux ou encore des ouvrages d'art. D'un point de vue IHM, on verra surtout à l'utilisation du logiciel. Hein, l'objectif, c'est toujours de vous d'apporter à l'utilisateur une meilleure expérience. Donc, on a dans ce cadre-là plus d'informations sur le projet, pour les informations également interactives au passage sur des éléments. Une nouvelle palette de couleurs et un nouveau fonctionnement aussi avec cette palette de couleurs. Enfin voilà, ça peut paraître, je dirais, un peu artifice, mais ce sont un ensemble d'éléments que je compléterai à travers les différentes démonstrations qui vont améliorer votre expérience utilisateur. L'essentiel aujourd'hui, c'est plutôt de présenter ces couplages hydromécaniques. Donc, je vais te passer la main, donner la parole à Emmanuel pour cet aspect-là, et tu vas pouvoir nous expliquer un peu ce qu'on entend par ce couplage hydromécanique. Merci David. Donc je vais dire quelques mots sur la façon de traiter le couplage hydromécanique
en enchaînant des calculs, calcul mécanique à court terme, calcul d'écoulement et puis calcul mécanique pour les déformations différées. Tu peux passer. Je dirais quelques mots d'introduction et puis l'exemple pour illustrer le propos, ça sera le calcul de la consolidation d'une couche de sol sous l'effet du poids d'un remblai. On va définir donc 3 modèles, hein, calcul mécanique à court terme, tu peux remonter, Pardon. calcul d'écoulement, calcul des déformations différées. Ensuite, on fera une comparaison avec un calcul complètement couplé et puis on dira quelques mots pour conclure là-dessus. Voilà, alors le point de départ, si tu peux passer du coup, c'est une réflexion qui est dans le chapitre 5 des recommandations du CFMS sur la modélisation numérique en géotechnique. J'ai mis 2023, mais je pense qu'il y a une mise à jour 2025. Donc le chapitre 5 parle du couplage hydromécanique et puis il y a une phrase qui dit que finalement faire des calculs complètement couplés, c'est pas forcément la meilleure option. Et bon, parce que le problème est mathématiquement plus compliqué en fait. Et donc du coup, les recommandations disent ça peut être une bonne idée euh, d'adopter une démarche où on découple un peu à la main le calcul du champ de pression interstitielle avant de l'introduire dans le calcul mécanique. Donc il y a 2 volets, il y a le fait que le calcul complet est compliqué et capable de poser des problèmes et puis donc pour faire le découplage, c'est pas dit, mais il y a un certain nombre d'hypothèses à faire sur le plan théorique. Donc bah, il y a des situations où ça marche, des situations où ça marche moins bien. C'est une problématique qu'on aborde aussi, avec la Société allemande de géotechnique puisqu'on participe avec David à un groupe de travail sur les méthodes numériques. Voilà, donc si tu peux passer. Hem, le le point de départ, donc on va étudier la consolidation d'une couche de sol située sous un remblai. Donc initialement, mes couches sont horizontales, elles ont pas les mêmes propriétés. On vient construire un remblai qui est en bleu. Alors le chargement, c'est le poids qui est représenté par le petit symbole et puis on suppose que cette construction est rapide. Donc sous l'effet du poids, je vais mettre le fluide en pression dans les couches, qui sont en dessous et puis au fur donc j'aurai une déformation instantanée et une pression interstitielle générée par le chargement. Et puis dans la suite, ce qui se passe, c'est que j'ai en même temps en fait une dissipation des surpressions et puis une déformation différée des couches de sol sous le remblai. Donc j'ai représenté l'évolution de la charge hydraulique sur le point P3 qui est représenté dans la figure en haut, et puis donc le fait qu'à droite on voit le fait que j'ai une déformation progressive du calcul. Voilà, donc on va passer à la suite. L'approche qu'on propose, c'est heu, d'enchaîner 3 calculs en fait. Un calcul à court terme qui représente la réponse du sol, sous l'effet de la construction du remblai. Donc c'est un calcul mécanique en conditions non drainées. Ensuite, donc l'idée c'est que, normalement la phase de dissipation et de déformation différée, je peux pas les dissocier. Donc ce qu'on va faire, c'est les dissocier quand même. On va calculer séparément la dissipation des surpressions avec un calcul d'écoulement, avec le module des TNL, mettons. Et puis ensuite, on va reporter le résultat dans un calcul mécanique pour évaluer les déformations différées. Donc c'est ça la démarche qui est proposée. Alors, on peut illustrer la partie calcul à court terme. Dans César, c'est assez simple à faire en fait. On fait un calcul avec un comportement non drainé pour les couches de sol qui sont situées sous le remblai. Et donc c'est bien un calcul en contrainte effective, mais qui est quand même en conditions non drainées et on fait ça en pénalisant en fait, la compression, le module de compression du sol, en tenant compte du fait que l'eau résiste en fait en compression à court terme parce qu'elle a pas le temps de s'échapper. Donc il y a juste une case à cocher et puis on donne 2 paramètres qui sont un module de compression pour l'eau. Il se trouve que, ces paramètres en fait, ont pas une influence, considérable sur le résultat à court terme s'ils sont, dans une gamme, bien choisie. Voilà, alors ce calcul-là va nous donner des déformations à court terme et en fait, on a aussi accès aux surpressions qui sont induites dans les couches de sol par le chargement et donc on peut les stocker et s'en servir pour initialiser un calcul d'écoulement. Donc on fait ça dans les données du solveur MCNL, hein. Il y a une ligne qui permet de stocker, les surpressions et de s'en servir ensuite pour un calcul d'écoulement. Donc c'est l'étape suivante.
C'est un calcul d'écoulement qu'on va faire avec les modules DTNL ou NSAT de César. On récupère les charges hydrauliques qu'on vient de calculer à court terme pour initialiser le calcul. Bon, alors le truc va consolider pour peu qu'il y ait des surfaces drainantes, donc il faut des conditions limites qui vont bien. Puis on a vu tout à l'heure qu'au début, évidemment, la charge hydraulique diminue plus rapidement, et puis ensuite, c'est de moins en moins rapide. Donc il faut définir des pas de temps variables, ce qui est pas très compliqué à faire. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, en principe, en toute généralité, on ne peut pas vraiment découpler le calcul d'écoulement. Et en fait, on peut le faire dans des cas particuliers qui vont bien. Donc notamment celui de la consolidation unidimensionnelle, on peut le faire. Et puis, ben, donc ça veut dire que ici, c'est quand même l'essentiel, c'est ça qui se passe. Donc ça devrait tomber assez bien. Et le moteur, enfin le fond de l'affaire, c'est de prendre en compte euh, le couplage avec la déformation du solide dans un coefficient d'emmagasinement qui est un peu ad hoc, qu'il faut bien choisir, bien calibrer. Et puis, il y a des valeurs de référence données dans les recommandations. C'est ça qu'on a pris pour ce calcul-là. Voilà, donc pas de commentaire particulier sur ce calcul-là qui est assez simple. Et ensuite, voilà, on fait le calcul des déformations différées. Et le principe, c'est d'injecter, euh, pour calculer les déformations à certains pas de temps du calcul hydraulique, d'ailleurs pas tous ceux qu'on veut, on va injecter le champ de pression via un chargement qu'on a appelé pression interstitielle dans César. Donc ici, on se propose de représenter les déformations qui correspondent à un certain nombre de pas de temps du calcul d'écoulement. Donc c'est la boîte entourée avec des pointillés là qui est à droite. Et donc pour le pas de temps 4 par exemple, je vais dire que je fais mon calcul avec un chargement qui est déduit du calcul d'écoulement, donc c'est ce qu'on voit dans la partie, la boîte de droite là, et je fais le calcul pour avoir la variation de pression entre le pas de temps numéro 1 et le pas de temps numéro 4 du calcul d'écoulement, par exemple. Voilà, et je fais ça, je définis un certain nombre de chargements en fonction du nombre de pas de sang qui m'intéresse. Et puis pour que ça se passe bien, il faut ajuster les coefficients des chargements dans les paramètres de l'étude. C'est pas, faut être un peu soigneux, mais c'est pas difficile à faire, c'est assez simple. Voilà. Donc ben, c'est ça le principe, et on voit que l'interface a été adaptée pour faire ce genre de choses. On voit à droite qu'il y a des boutons radio. On peut éventuellement interpoler le champ de pression entre deux pas de temps. Donc s'intéresser à un pas de temps qu'on n'a pas calculé, mais se placer entre deux pas de temps du calcul d'écoulement. Voilà, donc on va passer à la suite. Et donc en fait, dans César, on peut faire le même calcul entièrement couplé, et puis regarder les résultats, voir ce que ça donne. J'ai choisi 2 points P2 et P3 qui sont représentés sur la figure là, et on regarde l'évolution de la charge hydraulique pour ces 2 points-là, et puis du déplacement vertical. En fonction, j'ai choisi, parce que visuellement c'était plus sympa, de numéroter les pas de temps du calcul d'écoulement en fait. Donc c'est pas le temps, c'est un pas de temps de calcul. Et alors on voit que aussi bien pour la charge hydraulique que pour le déplacement vertical, j'ai une bonne concordance entre les deux approches. Donc le calcul couplé et le calcul simplifié ou étagé qu'on vient de vous présenter donnent pratiquement la même chose. Alors ça veut dire que on a bien choisi les paramètres, d'accord, mais on a pris en fait la démarche standard des recommandations, et ça marche bien. Voilà, donc je vais finir par quelques mots de conclusion. Euh, Alors, pourquoi faire un calcul étagé et pas un calcul couplé directement? En fait, le calcul couplé, comme je vous le disais au début, il est un peu délicat à maîtriser. Par exemple, lors du chargement initial, si vous appliquez le chargement trop vite, trop rapidement, vous risquez d'avoir des problèmes à caractère numérique, on va dire. Et en fait, le problème persiste dans la suite de l'évolution. Pour ces problèmes-là, il apparaît une difficulté spécifique qui est qu'on ne peut pas choisir n'importe comment les pas de temps et la taille des éléments dans le maillage. Et alors bon, heu, pourquoi pas? Le problème, c'est que personne, à ma connaissance, n'a donné d'arguments théoriques, de règles théoriques qui me permettent de faire le bon choix. Donc s'il faut tâtonner, sans arrêt retoucher les pas de temps et le maillage pour avoir un calcul qui se passe bien, et ben, forcément l'intérêt de l'approche est quand même pas mal réduit. Alors ce que je viens de dire, c'est pas forcément général, mais en tout cas, dès qu'il y a des grosses non-linéarités, donc des déformations plastiques, cet argument-là est effectivement sensible.
Et puis d'autre part, ici j'ai fait un calcul d'écoulement en conditions entièrement saturées. Si je veux prendre en compte des zones non saturées dans le calcul entièrement couplé, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Par comparaison, donc le calcul, étagé, enchaîné, staggered en anglais, a le mérite d'être numériquement beaucoup plus robuste dès que vous avez de la plasticité. C'est-à-dire qu'en gros, les réflexes que vous avez pour choisir, le maillage restent valables évidemment et ça c'est quand même, un grand confort. Bon alors, donc c'est général ça en fait, hein. Et puis alors pour ce qui concerne César plus particulièrement, il se trouve que je peux faire beaucoup plus de choses dans le cadre d'un calcul, découplé, enfin enchaîné. Je peux utiliser des poutres, des coques, des barres, prendre en compte des efforts de précontrainte, faire des calculs de stabilité et puis, gérer un écoulement non saturé, ça me pose pas de vrais problèmes. Voilà, donc c'est 2 avantages et puis il se trouve que donc on s'est efforcé de faire en sorte que la mise en œuvre de cette démarche, dans la version 2026 soit maintenant, confortable et fluide pour l'utilisateur et donc c'est le résultat de plusieurs étapes, hein. On a, apporté des améliorations successives au fil des versions, mais maintenant on peut dire qu'on a un cadre, qui est cohérent, qui est au point, qui est performant et qui devrait faciliter beaucoup ce genre, d'analyse. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire, aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention. Merci Emmanuel. Donc, moi, je vais pouvoir illustrer ton propos en reprenant justement un exemple traité. Alors, vous le retrouverez dans les tutos. On avait sous le vocable 2G02, c'était un tuto donc de consolidation couplée où on comparait déjà avec un calcul court terme et long terme. Donc là, on est dans la nouvelle interface, enfin dans l'interface 2026. Et on voit ici à droite qu'on a déjà, bon là j'ai déjà préparé les calculs, j'ai mes 3 calculs illustrés par Emmanuel précédemment, donc le calcul en écoulement, le calcul court terme et le calcul en consolidation. Donc je vous disais qu'on avait quelques nouveautés. Donc là, si je reviens sur ce que disait Emmanuel, dans les propriétés des éléments, on va retrouver donc l'identification des différentes couches. Comme vous le voyez, oui, au passage sur chaque couche, vous allez avoir une information plus complète sur le nom de couche, sur également le jeu de propriétés associé, s'il est actif. Donc, en fonction des différentes entités présentes dans le modèle, vous aurez cet affichage. En ce qui concerne donc plus précisément donc la donnée, donc là si on regarde la mise en données de ces couches ici pour le calcul court terme, donc on est en non drainé, donc là c'est pas une nouveauté, on avait déjà cette possibilité d'identifier le comportement non drainé, donc d'activer ce comportement non drainé avec les modules de compressivité du fluide, la porosité décrite par Emmanuel précédemment. Donc, ce faisant, on a ensuite un calcul classique. Alors, oui, je suis allé vite, mais vous voyez qu'on a bien sûr ici modélisé par symétrie uniquement une moitié du projet avec un remblai reposant sur 3 couches. Et le chargement ici, donc, c'est le chargement force de pesanteur. Et donc, lorsqu'on passe le calcul, le résultat, c'est le tassement court terme sous le poids propre de ces couches. Donc, on atteint une vingtaine de millimètres en vertical, ici. Donc, la deuxième phase décrite par Emmanuel, c'est de faire un calcul en écoulement. Donc, le calcul en écoulement, ici, il a été réalisé avec le module DTNL, mais encore une fois, il est possible aussi de faire le calcul en milieu non saturé, donc exploiter le module NSAT également de César. Vous voyez qu'ici, on a cette initialisation, donc avec le fichier stocké automatiquement, le fichier des surpressions, en fait, généré par le calcul court terme. Donc, c'est dans les paramètres de calcul,
ça sera automatisé, donc vous aurez pas, vous pourrez ici venir personnaliser le nom du fichier, mais en tout cas, ce sera personnalisé. On stocke, dès lors que c'est en calcul non drainé, on vient stocker ces surpressions dans un nom de fichier prédéfini que vous pouvez donc ensuite appeler ici dans votre comme initialisation. Donc cette initialisation étant faite, les propriétés sont celles d'un milieu, sont les propriétés d'écoulement en milieu poreux. Donc on retrouve les perméabilités horizontales et verticales, et puis un coefficient d'emmagasinement dont on a parlé également précédemment pour l'évolution de cet écoulement, en transitoire notamment. Les conditions limites, donc ici on est venu établir que la nappe était à 0, là donc on vient mettre une charge initiale hydraulique constante à 0. Il n'y a pas de cas de charge, ici les cas de charge seraient plutôt des variations type débit ponctuel ou volumique. Et puis donc dans les paramètres de calcul, on a un certain nombre on vient définir un régime transitoire, donc on définit des pas de temps plus ou moins longs, plutôt des pas de temps courts pour le début de l'écoulement, sous la mise en charge, et puis ensuite plus long. Je reviendrai ici sur la définition des paramètres de cas de charge qui nous intéresseront dans un autre contexte. Et puis donc, le calcul étant passé, on va voir les résultats de notre calcul. Donc là, on est sur le dernier pas de temps, donc on voit qu'on a une charge constante qui est devenue constante, mais si on se remet au pas de temps initial, donc au pas de temps 0, on voit bien les surpressions, l'évolution initiale, donc ces surpressions initiales, qui vont, si on fait une petite animation, qu'on peut voir évoluer donc en fonction des pas de temps jusqu'à devenir constante. Donc ces charges à différents pas de temps sont stockées, et c'est maintenant ces états-là qu'on va exploiter, donc comme a dit Emmanuel, dans le deuxième calcul de consolidation. Donc dans les propriétés, ici, on change, on va passer on n'est plus en milieu, en paramètres court terme, non drainé, donc on est en drainé. En termes de conditions limites, rien ne change. Le chargement, là, on n'applique plus le poids propre qui a été appliqué dans la phase court terme. Et maintenant, donc, on va générer ces évolutions de pression interstitielle et donc voir pour obtenir l'évolution du tassement en fonction du temps. Donc, c'est ici qu'on va activer l'outil pression interstitielle qui sert en temps qui peut servir en usage classique à définir la nappe variable ou autre par un fichier. Et donc là, on va sélectionner cette nappe comme étant le résultat d'un calcul d'écoulement justement qu'on a défini. Donc on vient le sélectionner ici. Ici, on travaille avec les pas de temps. Donc on va retrouver ici nos 46 pas de temps. Comme l'a expliqué Emmanuel, ici on va travailler par la différence entre le pas de temps initial et le pas de temps et un autre pas de temps en cours de la consolidation qui peut être, alors on peut le faire pour tous les pas de temps, mais bon là on a fait le choix d'en avoir un certain nombre, on a limité à 8 pas de temps pour parcourir l'évolution du temps 0 jusqu'à la consolidation complète. Donc cette définition se fait, comme expliqué, de façon très intuitive. Il suffit d'aller sélectionner donc le modèle, le pas de temps à chaque fois. Voilà, pour l'appliquer. Donc ainsi, on construit nos 8 chargements. Ces 8 chargements,
on va également les piloter pour qu'ils soient bien distincts, et donc on va les sommer à chaque fois. Donc, c'est-à-dire que dans les paramètres de calcul, on va sélectionner chaque pas de charge et lui donner un coefficient. Donc, j'active par exemple le pas de temps 1, les autres ne sont pas activés, et ainsi de suite. Progressivement, on vient comme cela valider, faire évoluer le pas de temps. Alors, j'en profite, vous voyez qu'ici, vous voyez une évolution aussi avec la version 2026 qu'on retrouvera dans d'autres contextes. C'est qu'on peut visualiser en direct l'édition de nos fractions de chargement, comme on verra aussi les fractions de conditions limites, et donc avoir le rendu tracé ici, visuel, donc ce qui est plus intuitif également pour valider notre saisie. Donc ceci étant fait pour nos 8 pas de temps, on peut bien sûr lancer le calcul et avoir nos résultats. Donc les résultats, on les a pour les différents incréments. Donc on a le premier incrément, on a uniquement, si on trace, si on sélectionne le placement vertical, donc on était autour des 20 mm, et puis on va arriver sur le long terme à 75 mm de tassement. Donc on a ainsi cette évolution de la consolidation, le tassement du remblai sur consolidation des couches portantes. Vous avez vu qu'il y avait une très bonne concordance avec un calcul couplé complet. Et donc l'intérêt également qu'a pointé Emmanuel, c'est que vous êtes ici dans le module de calcul phasé standard du logiciel, le plus complet. Et donc, si nécessaire, on peut avoir une structure beaucoup plus complexe que celle qui est montrée ici. C'est-à-dire qu'on va pouvoir intégrer des interfaces si nécessaire en certains lieux. On peut également introduire des éléments des éléments indés qui seront tout à fait compris par les différents calculs. Donc il y a complète compatibilité entre des calculs où on peut introduire des interfaces, des blocs indés, comme on pourra aussi avoir, ça pourra tout à fait être bien mené également en 3D. Et puis, ce qui est intéressant également, c'est qu'on accède de fait à l'ensemble des lois de comportement disponibles dans le logiciel, qu'il s'agisse du classique Moore-Coulomb, Ardennes-Sol modèle, ou également le Klebrand ou autre. Donc, voilà, mixer ces différentes lois de comportement, après avec la pertinence également de faire ces calculs en non drainé. L'avantage également, c'est qu'une fois que l'on est dans cette étape de phasage, on peut maintenant créer une sous-phase qui va nous permettre donc de faire ces calculs de coefficient de sécurité, qu'il s'agit de définir le coefficient de sécurité sur la stabilité avec les calculs CFR-réduction, ou encore établir un facteur de sécurité sur une charge. Bon. Là, il se trouve que j'ai mené le calcul pour faire pour le réaliser en CFR-réduction. Donc on obtient dans cet état un coefficient de 1,16. Et pour illustrer est-ce qu'il y avait un beau mécanisme, voilà, on arrivait on pourrait avoir une meilleure qualité de maillage, mais on arrive à représenter le mécanisme de rupture qu'on pourrait en voir au final. Donc ça, cet état-là, c'est fait réduction, mais on peut aussi très bien envisager de dissocier toutes nos phases de charge, et puis d'avoir le calcul de ce coefficient de sécurité pour chaque phase, pour chaque pas de temps. Voilà. Donc c'est ce qui
c'est ce qui vous est proposé dans la version 2026. Donc, vous voyez, tout est bien séquencé pour faire ce calcul staggered ou encore étagé, permettant de faire des enchaînements, des couplages hydromécaniques. Je vais continuer ma présentation en revenant sur ces couplages, mais maintenant d'un point de vue thermomécanique, puisqu'on a également travaillé sur l'aspect mécanique et sur l'aspect thermique, pardon. Là, on aurait dû avoir aujourd'hui avec nous Thibaut Badinier, qui est aussi chercheur à l'université Gustave Eiffel, qui a vraiment participé au développement de ces nouvelles fonctionnalités. Mais malheureusement, il n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui. Alors, l'objectif ici, dans ce couplage, déjà, il y a une simplification par rapport au couplage hydromécanique, c'est que le chargement mécanique ne peut pas faire varier la température dans une couche de sol. Donc, on peut très bien calculer la température, l'évolution de température indépendamment du problème mécanique, et puis venir utiliser le chargement thermique, enfin la variation de température dans un calcul par un chargement thermique, où on va calculer donc le nouvel état de contrainte en introduisant, comme vous le voyez ici, le terme des formations thermiques qui va dépendre donc du tenseur des modules élastiques A, et également des paramètres de dilatation thermique comme les coefficients alpha que l'on voit ici. Donc également d'un point de vue interface, on va retrouver donc des calculs dissociés, mais qu'on va réassocier dans le mécanique. Donc on va avoir un calcul. Donc l'objectif, c'est de voir le calcul illustré ici en vert, l'influence de la température. On a besoin du tenseur des modules élastiques, donc on a besoin d'un calcul préliminaire, notamment si on est en élasticité non linéaire. Et puis enfin, on a besoin forcément d'un champ de température, donc des variations de température à un temps considéré. Donc ça peut être un calcul permanent, en régime permanent ou en régime transitoire, que l'on va maintenant vous proposer donc sous une amélioration, je dirais, du chargement thermique qui existait dans votre barre d'outils, et qui va donc surtout être différencié par l'appel donc d'une phase précédente, notamment lorsqu'on est en comportement élastique non linéaire. Donc on a toujours la définition des propriétés thermiques du matériau, et puis on pourrait être en température constante, mais l'avantage ici, c'est d'avoir fait ce calcul de champ thermique. Donc on va pouvoir importer le modèle thermique calculé, puis venir sélectionner le pas de temps, comme on a pu le faire précédemment pour le calcul hydrique. Alors pour illustrer cela, j'ai un petit exemple également. Donc c'est un modèle de pieu, je ne trouve plus le terme, énergique, energy pile, je trouve plus, voilà. Donc pour faire un calcul, comment? Géothermique, non? Voilà, calcul géothermique tout simplement, merci. Donc on est ici, vous voyez, en axisymétrie, donc un modèle relativement simple. Mais par contre, déjà, on voit aussi l'intérêt de ces couplages, c'est qu'on peut introduire une interface entre le pieu et le sol. Ce sera tout à fait compris par la thermique comme pour la mécanique, bien sûr. Bon, le maillage ici a été simplifié pour des objectifs de tutoriel. Hein. C'est un tutoriel que vous retrouverez dans notre liste de manuels pour votre formation. Et donc ici, les propriétés thermiques ont été définies. Donc là, il n'y a pas de complexité. On vient dissocier, bien sûr, le sol, les paramètres thermiques du sol de ceux du pieu. Et puis, on vient définir l'interface comme étant
de conductivité thermique finie. Hein. L'interface n'est pas une barrière ici, thermique. D'un point de vue conditions limites, on vient définir, vous voyez, sur les extrémités, une température normale pour un sol autour de 15 degrés. Et puis, par contre, on vient imposer une température sur le pieu. Donc, on part d'une température initiale d'1 degré, puis on va la piloter. Alors, c'est là, tout à l'heure, je vous parlais de l'intérêt d'avoir maintenant l'aperçu de l'évolution des conditions limites. Alors, on voit ici que la température, donc on a défini deux jeux de propriétés, température initiale et température imposée. Donc là, le jeu température initiale, on voit que la température est constante. Hein, sur loin du pieu, on reste à 15 degrés. Et par contre, sur le pieu, on vient imposer des variations bah, diurnes et nocturnes. Donc, on vient, en fonction du temps, on vient imposer des variations, donc on voit très bien illustré ici. Alors ces variations, bien sûr, on pouvait les saisir manuellement, mais on a aussi maintenant la possibilité de faire du copier-coller. Donc vous avez vos données de votre fichier, de votre tableur, vous venez les coller directement ici. Et puis également, une petite nouveauté qui a été rajoutée, qui peut être utile dans certains cas, c'est définir une fonction mathématique qui, donc là c'est une fonction Python, une fonction mathématique, nous permet d'avoir une évolution sous forme d'une fonction mathématique de nos températures ou encore de nos chargements. Donc si on revient au calcul, donc là l'objectif c'est de faire ces variations de température et de voir bien sûr leur évolution en régime transitoire. Donc le résultat, voilà, si on pointe si on trace maintenant notre évolution de température, voilà, on va pouvoir visualiser en fonction du temps l'évolution du champ de température qui est quasi constant pour ensuite évoluer en fonction du temps. Donc là, si je fais pareil, juste avec une petite animation, on va voir l'évolution des températures qui vont bien sûr évoluer en fonction du temps. Voilà. Ces champs de température, donc étant calculés et stockés, on va pouvoir maintenant l'utiliser dans notre calcul mécanique. Alors le calcul mécanique, là aussi, a été phasé et relativement simplifié. On a d'abord la mise en place de notre pieu dans le massif de sol avec un état de contrainte géostatique. On a ensuite le chargement du pieu, donc on vient ici appliquer une pression pieu pour avoir la mise en charge de notre pieu. Donc là on va voir, si on trace rapidement le déplacement vertical, voilà, du pieu, on va voir aussi l'effet en pointe et le déplacement relatif entre en tête du pieu lié à la présence de ces interfaces. Donc là, jusque-là, rien de nouveau. Mais par contre, si on revient sur le chargement thermique, maintenant, on va pouvoir associer ici à nos deux blocs de sol et bloc de pieu, notre chargement. Donc là, on retrouve donc la possibilité de définir le chargement, de définir le modèle initial, les propriétés donc de coefficient de dilatation thermique de massif de sol, température initiale, et puis donc aller sélectionner le modèle, parce qu'on pourrait très bien avoir plusieurs modèles, voire sous différentes conditions, et puis le pas de temps qui nous intéresse pour calculer donc le gradient de température entre un état initial et un état calculé au pas de temps 15. Là où on est allé rapidement, et par contre ce qui est important, et ce qui justifie justement la définition de ce modèle initial, c'est que on peut maintenant travailler sur des modules, une évolution de contraintes liée avec des modules d'évolution non linéaire.
qui veut dire que ce qui était possible jusqu'à présent uniquement pour une loi de comportement type élastique linéaire avec un critère Moore-Coulomb ou autre, mais maintenant on peut l'exploiter pour un modèle comme ici, un modèle de type Ardoin-Sol modèle. Donc l'Ardoin-Sol modèle, donc on sait que c'est un modèle pour laquelle l'élasticité non linéaire va dépendre de l'état de contrainte. Donc, en fonction des différents phasages, on va avoir une évolution de nos modules. Et donc, c'est ce qui est permis par la fonctionnalité, là, en venant définir le calcul de référence qui est donc celui, par exemple, de chargement du pieu avant l'application de notre nouveau chargement thermique. Donc, ceci étant fait pour le sol, et puis on peut également différencier avec le pieu, avec un autre coefficient de dilatation thermique. On peut ensuite passer le calcul. Donc là, les paramètres de calcul, je pense que voilà, on a passé en un seul incrément. On applique le cas de charge. Rien de différent ici. Puis on peut voir maintenant l'influence du chargement thermique sur la réponse du pieu pour ce pas de temps, avec, si on regarde par exemple mon déformé puis l'incrément entre les deux, on va pouvoir voir l'évolution de la température associée à ce chargement thermique. Voilà. Donc encore une fois, un autre couplage qui est tout à fait bien interfacé dans le logiciel pour que vous puissiez avoir cette possibilité d'un calcul thermique et de l'injecter comme influence dans l'application d'un gradient, d'un chargement sous gradient thermique. Donc, rapidement, pour avancer sur notre autres nouveautés, donc je vous ai parlé, vous avez déjà illustré qu'on pouvait maintenant donc visualiser ces courbes de variation. Donc là, on le montre là dans le cas de perméabilité variable, dans des calculs non saturés avec NSAT. Ici, tout à l'heure, je vous parlais de fonctions mathématiques. Bon, là, je vous montre le résultat d'une fonction mathématique utilisée pour piloter des chargements, des conditions limites. On va également avoir comme nouveauté des appuis non linéaires, alors qui sont des appuis là pour les calculs plutôt structure, puisqu'on est sur des extrémités de bloc 1D, donc des conditions d'appui de bloc 1D, en 2D ou 3D, avec une loi de comportement. Alors élastique linéaire, on serait uniquement en ressort, mais là on va pouvoir également avoir des lois élastiques linéaires avec plasticité parfaite. Et également avec la possibilité d'avoir une rupture fragile. Donc l'interface également va vous permettre de définir ces éléments-là. Donc pour voir rapidement illustrer là ce qui est possible sur ce modèle 3D. Voilà, un modèle relativement simple de coque et de poteau. Les propriétés donc définies sur ces éléments 1D, donc on a une boîte à outils spécifique, on vient sélectionner la loi de comportement que l'on souhaite. Donc là on a nos 3 lois de comportement, élastoplastique avec éventuellement caractère fragile, et puis on a passé donc le calcul pour voir l'influence de ces choix. Donc là, voilà, les résultats sont très faibles en termes de déplacement, mais on voit que l'application soit d'un appui élastique, soit d'un appui élastoplastique va bien sûr influencer les résultats avec en plus le caractère fragile au final. Voilà, donc ce qui est introduit par cette condition, donc nouvelle condition d'appui linéaire. En termes de chargement, on a donc introduit des déformations imposées sur coque, donc permettant d'appliquer des déformations isotropes ou alors le long d'un axe
ou encore perpendiculaires à un axe. Ceci a surtout vocation à être appliqué en ouvrage souterrain. Alors pour l'instant, c'est l'application qu'on en trouve. La plus récente, c'était illustrée là, par un article qui sera présenté à l'AFTES prochainement à Lille, fin 2026, et qui présente donc l'exploitation de cette déformation sur un retour d'expérience sur la ligne C du métro de Toulouse. Je reviendrai dans un autre webinaire sur l'avantage de ces coques, là, dans le cadre notamment de notre outil CNewTune développé. Mais je passe à d'autres chargements, d'autres nouveautés. Donc les autres chargements, donc on a vu les chargements thermiques sur les blocs surfaciques. Vous pouvez aussi maintenant faire ces calculs géothermiques en modélisant vos pieux, par exemple, par des blocs 1D. On a réintroduit également des forces surfaciques, donc qui permettent de définir des pressions indépendantes en X et Y. On a également travaillé sur les scripts Python. Alors là, c'est avec pour objectif d'avoir une documentation, bien sûr, la plus complète, et puis également que vous puissiez scripter tout votre modèle de la géométrie au résultat. Je prends pour exemple là un tutoriel, donc c'est pareil, c'est un des documents que l'on propose en auto-formation, mais que vous pouvez également rapidement générer, c'est-à-dire que là je vous montre si je vais ouvrir si j'ouvre mon modèle, là, lorsque vous utiliserez le logiciel, vous lancez le fichier script, là, donc sous le menu du fichier, vous avez lancé un fichier script. Ici, vous avez donc un certain nombre de scripts proposés par César par défaut. Et donc, je vais choisir ce tutoriel 06 qui va, dans un premier temps, générer donc toute la géométrie et le maillage. Et puis, si je souhaite, je peux également scripter le calcul. Donc là, je lance le calcul. Ici, c'est un calcul en CFI réduction. Et on va avoir notre résultat. J'aurais pu le lancer peut-être plutôt. Non, c'est pour montrer qu'on fait tout en direct, sans parachute. Voilà. Donc, vous avez ici le processus de calcul qui est en parallèle et qui va nous faire patienter un petit peu. Donc, juste pour illustrer quand même que les chargements, si je vous ouvre le fichier Python, alors voilà, je sors du cadre de ma démo, forcément ça m'affiche des petits messages. Voilà. Alors voilà, si j'ouvre aussi le fichier Python pour montrer. Alors, il va le note. Voilà, vous retrouvez, alors pour ceux qui sont familiers à ça, mais voilà, toute la démarche, toutes les lignes de code Python avec donc des appels à des fonctions spécifiques de Cléo pour création de la géométrie, définition des propriétés, et puis ensuite lancement des calculs, voire même, si vous allez plus loin, comment dirais-je, l'exploitation. Donc là, le calcul est passé, et on peut voir les résultats ici avec une non, c'est pas une animation, on va un peu automatiser l'affichage. Voilà. On voit ici le résultat donc, de ce calcul de CFI réduction, c'est un calcul de validation notamment de cette procédure. Donc là, on est, voilà, c'est pour illustrer ce qui vous est possible maintenant avec ce cadre de géométrie, de script Python. À savoir qu'on travaille également, on a déjà entamé le développement d'une console Python, donc qui sera intégrée, qui vous permettra d'écrire directement vos lignes de code et qu'elles soient interprétées directement
par Cléo, par l'interface. Pour compléter mon propos et puis les quelques résultats, enfin les quelques avantages de la nouvelle version 2006, alors on a réintroduit des fonctionnalités qui vont permettre par exemple de réinitialiser un affichage, c'est-à-dire dans les affichages, on peut être amené à beaucoup perturber enfin, l'affichage standard, et puis avec un bouton tout simple, on revient à une définition standard. Donc pour illustrer, voilà, je peux très bien faire un zoom, déplacer ma légende, et puis en cliquant sur ce bouton ici, je reviens à un affichage normal avec des cadres réservés pour l'affichage des titres, des résultats principaux. Vous verrez aussi que la légende a été modifiée. On a maintenant les min-max entre chaque zone. Bon, ça, c'est du ponctuel. Et puis enfin, en termes d'évolution de résultats, on a aussi des évolutions sur les courbes, donc avec un paramétrage plus complet et des choix d'incrément ou pas de temps. Donc, ce qui permet d'avoir également des courbes directement paramétrées un peu plus à votre goût. Voilà, j'ai été un peu plus long que prévu, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Juste pour compléter donc la partie, je dirais, un peu plus commerciale. Donc pour les clients sous contrat de maintenance, vous pouvez d'ores et déjà télécharger votre mise à jour. Certains ont déjà reçu leur nouveau code de licence. Si ce n'est pas le cas pour les autres, n'hésitez pas à nous le demander. Pour les nouveaux clients, donc sachez que le logiciel est proposé en licence perpétuelle ou en abonnement annuel, avec différentes configurations 2D et ou 3D. Si vous souhaitez aller plus loin suite à cette présentation, n'hésitez pas à nous demander une version d'essai, ou encore, si vous avez un sujet bien précis, n'hésitez pas à nous solliciter. On pourra mettre en place un rendez-vous pour traiter d'une problématique bien précise. Pour tout cela, n'hésitez pas à contacter Grace Kelly, dont je vous mets les coordonnées ici. Elle saura vous répondre efficacement sur tous ces points, aussi bien pour votre mise à jour que vos nouvelles licences. Voilà, puis enfin, je finis en vous rappelant tous nos différents supports pour rester au contact avec notre actualité. Et je vous remercie pour votre attention.